Nous nous retrouvons aujourd'hui pour notre second épisode consacré à la responsabilité médicale. Aujourd'hui, nous recevons Maître Julien Der, avocat spécialisé en droit des victimes, pour aborder la question du secret médical, du dossier médical et du devoir d'information, de grandes responsabilités qui pèsent sur les épaules de nos soignants. Maître Der, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, que pouvez-vous nous dire sur le secret médical ? Alors, le secret médical, c'est une valeur qui est ancienne, qui est intangible et qui est protégée. Le devoir de silence, on le retrouve dans le serment d'Hippocrate, qui est véritablement le premier code d'éthique médicale connu. À ce propos, il est intéressant de se rappeler que la France est le premier pays européen qui va introduire la protection du secret médical dans sa législation sous Napoléon. Alors, l'objectif du secret, qu'est-ce que c'est ? C'est d'abord le respect de la vie privée qui est également protégé par d'autres dispositions, comme par exemple par l'article 9 du Code civil. Mais qu'est-ce que recouvre ce secret ? Ce qui est couvert par le secret, c'est tout ce qui est venu à la connaissance du médecin, c'est-à-dire ce qu'il a confié, ce qu'on lui a confié plus exactement, ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu et même ce qu'il aura compris. Est-ce que ce secret médical s'éteint au moment du décès du patient ? Alors non, le dossier médical ne s'éteint pas avec le décès du patient. Et à ce propos, on se souvient d'une affaire assez célèbre qui concernait le docteur Gubler, qui était le médecin traitant de François Mitterrand, et qui avait publié, après la mort du président, un livre qui était intitulé Le Grand Secret, après la mort donc, de ce président, et ce docteur Gubler va être condamné pour violation du secret médical. Quels sont les risques encourus en cas de violation du secret médical ? Alors les sanctions sont de deux ordres. Il y a d'abord les sanctions prévues par le Code pénal. La violation du secret médical, c'est une infraction, c'est même un délit qui est répréhensible en théorie d'une peine de prison et d'une peine d'amende, en théorie. Il y a aussi les sanctions déontologiques qui vont de l'avertissement jusqu'à la radiation en passant par l'interdiction temporaire d'exercer et le blâme. Toutefois, il faut bien avoir à l'esprit qu'il y a des exceptions à ce secret médical. Le médecin ne violera pas cette obligation lorsque la loi lui imposera ou lui autorisera la révélation de ce secret. Quelques exemples. Déclarer les maladies contagieuses aux autorités sanitaires. Informer les autorités administratives ou judiciaires des privations ou des sévices, y compris d'ordre sexuel, sur un mineur ou sur un incapable. Et même signaler au procureur de la République les violences au sein d'un couple lorsque ce médecin estimera en conscience qu'elles mettent la vie de la victime majeure en danger. Pour cela, il faudra quand même la nécessité d'un accord de la victime et en cas d'impossibilité d'obtenir cet accord en raison d'une contrainte morale trop importante, le médecin pourra quand même signaler au procureur, mais il devra dans ce cas-là informer la victime de ce signalement qu'il aura fait auprès du procureur de la République. On voit donc à travers ces trois exemples qu'on est dans trois sujets qui sont véritablement au cœur de l'actualité. Mais le secret médical ne peut pas être opposé par le médecin à son propre patient, parce que ce secret n'est instauré que dans son intérêt, dans l'intérêt de ce patient. Donc cette règle du secret médical ne pourra pas porter préjudice au patient, et notamment lorsqu'il s'agira pour lui d'accéder aux informations médicales qui le concernent, d'où l'accès du patient à son dossier médical. Alors justement, le dossier médical, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il compose, très exactement ? Alors ce dossier médical, il est composé de toutes les informations de santé formalisées. Alors ce qu'on entend par formalisé, ce sont les supports écrits. On pense aux comptes rendus de consultation, aux comptes rendus d'hospitalisation, aux ordonnances, aux transmissions ciblées. Il est également composé des imageries, donc des radios, des scanners, des enregistrements, par exemple l'enregistrement du médecin régulateur du SAMU. Finalement, il est composé de tout ce qui est formalisé et qui concerne le patient. D'ailleurs, même pour un patient suivi en ambulatoire, depuis 1995, la loi impose la tenue d'un dossier médical. En revanche, ce qu'on opposera à ces informations formalisées seront par exemple les notes personnelles du médecin.
Les notes personnelles du médecin, ce sont des fiches confidentielles propres à chaque praticien qui lui appartiennent et on les retrouve souvent dans le domaine psychiatrique. Finalement, ces notes personnelles, ce sont de simples documents de travail qui ne sont soumis à aucun formalisme, qui ne font donc pas partie du dossier médical et qui n'auront pas à être donnés au patient lorsque celui-ci demandera la communication de son dossier médical. Lors du premier épisode, on a parlé des apports faits par la loi Kouchner. Est-ce qu'elle a eu un impact justement sur ce droit d'accès finalement à ce dossier médical ? Oui, la loi Kouchner a eu un impact fondamental sur l'accès au dossier médical puisqu'elle a instauré une véritable obligation légale à la charge des professionnels de santé. C'est la reconnaissance d'un droit d'accès direct du patient aux informations médicales qui le concernent. Et en pratique, c'est même une petite révolution puisque alors qu'avant, on devait passer par son médecin traitant pour obtenir son dossier médical, aujourd'hui, le patient peut directement accéder aux informations de santé qui le concernent. Alors, vous dites qu'il peut directement y accéder. Concrètement, si un patient souhaite accéder à son dossier médical, à qui doit-il s'adresser ? Alors là, on a une véritable distinction selon que les soins ont été prodigués dans un cadre privé ou dans le cadre public. À l'hôpital, dans les centres hospitaliers universitaires, c'est le directeur de l'établissement qui est responsable de cette transmission du dossier médical. Dans le cadre privé, c'est le médecin responsable de la prise en charge du patient qui devra lui donner son dossier médical ou, lorsqu'on sera par exemple dans le cadre d'une clinique, le ou les médecins qui seront désignés pour donner accès à ce dossier médical. Compte tenu du secret médical, je suppose que les médecins ne peuvent pas communiquer ce dossier médical à n'importe qui ? Alors non, il existe une liste limitative des personnes qui peuvent accéder à un dossier médical. Il s'agit bien entendu du patient lui-même. Lorsque la victime est majeure ou incapable, ce sera son représentant légal qui pourra accéder pour lui au dossier médical. Ça peut être encore le médecin désigné par le patient. Alors, vous avez compris qu'aujourd'hui, ce n'était plus une obligation, mais ça reste une possibilité. Et puis, il y a l'exemple des ayants droit d'une personne décédée qui pourront accéder au dossier médical du défunt, du patient défunt. Mais dans ce cas-là, la demande devra être motivée par plusieurs causes. On a 3 causes qui sont reconnues par la loi. Le désir de connaître la cause du décès, défendre la mémoire du défunt ou le besoin de faire valoir un droit. Mais en pratique, il s'agit d'exigences purement formelles. Alors une petite remarque, c'est que sauf mandat explicite, il n'est pas prévu d'accès à son au dossier médical pour la personne de confiance qu'on voit parfois apparaître au gré de ces dossiers médicaux et qui ne sera finalement qu'un interlocuteur privilégié dans le cadre des soins, mais qui n'aura pas d'autorisation, sauf mandat explicite, d'accéder au dossier médical de la personne qui l'accompagne. Sous quel délai peut-on espérer avoir ce dossier médical ? Alors la loi a prévu des délais très stricts. Au plus tard, dans les 8 jours suivant la demande, c'est court. Ce délai sera porté à 2 mois lorsque le dossier médical a plus de 5 ans. En pratique, il faut quand même bien reconnaître que ces délais sont rarement tenus. Et l'expertise judiciaire, vous allez peut-être me poser la question, elle peut changer la règle dans des cas très particuliers. D'abord, dans le cadre de l'enquête pénale ou de l'instruction, la saisie de l'entier dossier médical est possible par un officier de police judiciaire, mais uniquement sur commission rogatoire ou sur autorisation du juge. En revanche, dans le cadre de la procédure civile, l'expert n'aura aucun droit d'accès direct, sauf autorisation de la victime, puisque dans le cadre de la procédure civile, le principe, c'est que c'est au demandeur d'apporter les pièces à l'expert, et ce sera au juge de tirer les conséquences d'un éventuel refus de fournir ces pièces. Justement, dans le cas où l'administration ou le médecin n'accéderait pas finalement à la demande d'accès à ce dossier médical, est-ce qu'il y a des sanctions de prévues ? Alors, étonnamment, rien n'a été prévu dans la loi. Pour autant, on n'est pas complètement démuni face à une décision ou face à cette pesanteur. D'abord, il y a la saisine possible de la CADA, la Commission d'accès aux documents administratifs, mais cela ne concerne que le secteur public. On pourra également saisir le tribunal administratif ou le tribunal judiciaire en référé pour demander la transmission du dossier médical sous astreinte.
Mais la sanction qui est peut-être la plus efficace, c'est celle qui est retenue par la Cour de cassation, qui considère que l'absence de communication du dossier médical est une faute qui peut entraîner la condamnation de l'acteur de soins pour perte de chance du patient de prouver une faute ou un manquement dans la prise en charge dont il s'estimerait victime. Vous nous avez parlé de secret médical, de dossier médical. N'y a-t-il pas finalement un paradoxe à parler de devoir d'information du praticien? Alors, il n'y a pas d'antinomie entre ces deux notions. Il s'agit de deux choses bien différentes. Dans le cadre du secret médical, il s'agit d'une obligation d'abstention pour le médecin. Le devoir d'information, c'est le contraire. C'est une obligation positive que le médecin doit à son patient. Pourquoi? Parce que le patient a le droit d'être informé de son état de santé et des gestes médicaux qui sont possibles de lui prodiguer. Comme on l'a déjà dit, la loi Kouchner, elle a repris dans bien des cas des principes qui avaient déjà été établis avant 2002 par la jurisprudence. Avant cette loi, on avait la notion de contrat entre le médecin et son patient, et ce contrat incluait une obligation, un devoir d'information. Avec la loi Kouchner du 4 mars 2002, on est donc passé d'une obligation contractuelle à une obligation légale. Qui est concerné par ce devoir d'information? Alors, c'est simple, tout professionnel de santé est concerné par ce devoir d'information, tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences. Donc, tous les praticiens hospitaliers, tous les médecins, les kinésithérapeutes ou encore même les fabricants de produits de santé. Quant aux créanciers de ce devoir d'information, eh bien, tout patient est concerné par ce devoir d'information et tout patient a le droit à avoir une information sur son état de santé. Donc on pense aux patients majeurs d'abord, les titulaires de l'autorité parentale lorsque le patient est mineur, mais dans ce cas-là, le devoir d'information du médecin n'est pas complètement mis de côté. C'est-à-dire qu'un mineur a le droit d'avoir une information qui sera adaptée à son âge. Par exemple, un jeune de 16 ans qui viendrait à l'hôpital pour se faire opérer suite à une appendicite, il devra bénéficier d'une information qui sera quasi similaire à celle d'un adulte. En revanche, l'information sera beaucoup plus limitée si l'enfant a 10 ans, par exemple. Dans tous les cas, l'information doit être adaptée à la personnalité du patient, à son niveau intellectuel, à son état psychologique. Par exemple, le médecin ne devra pas utiliser des termes trop techniques, un vocabulaire trop complexe, pour s'assurer que le patient qu'il a en face de lui comprend bien les informations qu'il lui donne. Sinon, il manquerait à son devoir d'information. De façon concrète, quelles sont les informations qui doivent être délivrées aux patients? Alors, la liste est très longue. D'abord, il sera logique d'informer le patient de son état de santé, d'où viennent les symptômes qu'il présente. Le médecin devra également présenter le traitement qu'il préconise, l'utilité à faire ce traitement, l'urgence à le réaliser et les conséquences en cas de refus de ce traitement. On est véritablement dans une culture de l'échange. Les risques graves de l'opération ou du traitement devront également être présentés, même si ces risques sont peu fréquents. En parallèle, les risques fréquents devront être expliqués aux patients, alors même que ceux-ci sont peu graves. Ça, c'est une véritable innovation de la loi du 4 mars 2002. Les risques d'infection nosocomiale en lien avec l'intervention prévue devront être portés à la connaissance du patient. Les alternatives thérapeutiques aussi. Une luxation de l'acromioclaviculaire, elle peut ouvrir droit à 2 thérapeutiques. Une contention, une chirurgie, le médecin devra présenter ses alternatives, expliquer laquelle il choisit et pourquoi, en fonction de l'âge, de la gravité, etc. Mais le médecin devra également présenter à son patient les risques nouveaux qu'il identifiera postérieurement à l'exécution des investigations et des traitements ou des actions de prévention. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'information va être adaptée en fonction de l'évolution thérapeutique. Il ne s'agit pas d'un devoir qui est figé dans le temps. Enfin,
et ça pourrait presque paraître anecdotique vu la liste qu'on vient de dérouler. Le médecin devra présenter à son patient le coût de l'acte médical envisagé, notamment s'il y a un dépassement d'honoraires, et il devra également lui préciser une prise en charge éventuelle par la sécurité sociale. Donc on voit que les contours sont vraiment très larges. À ce propos, je me permets d'anticiper peut-être une question, parce que j'ai un exemple qui me vient en tête. Une personne qui est venue au cabinet, qui ne parle pas le français, et qui a reçu une convocation à un jour et à une heure particulière, où on lui proposait de réaliser soit un test d'effort, soit l'administration d'un produit de contraste, avec des conséquences indésirables assez nombreuses. Elle se rend sur place à la convocation, elle y va avec sa fille qui, elle, parle français, et finalement, on lui administrera directement le produit de contraste sans aucune explication supplémentaire. Malheureusement, cette personne va présenter des effets indésirables, des maux de tête, des vomissements, et ça va être source d'une très très grande anxiété pour elle. Donc, suite à cet épisode, elle va saisir le Conseil de l'Ordre, et là, de façon peut-être pas étonnante, mais en tout cas, les médecins vont souligner que la convocation était suffisante, puisqu'elle présentait une alternative thérapeutique, que de toute façon, cette dame avait plus de bénéfices que de risques à réaliser l'examen, et enfin, ils expliqueront devant le Conseil de l'Ordre que donner trop d'informations peut dissuader un patient de réaliser tel examen qui est censé être bénéfique pour lui. Le Conseil de l'Ordre, il va retoquer les médecins sur ces 3 idées pour retenir un manquement à leur devoir d'information. Présenter simplement sur une convocation une alternative thérapeutique, ce n'est pas suffisant. Il aurait fallu expliquer pourquoi, en quoi consistait chaque geste et quels étaient les risques qui étaient encourus à la suite de chaque geste. On voit que c'est assez précis. Voilà, ce devoir d'information, il est assez étendu. Vous parlez d'un échange, mais est-ce qu'il n'y a quand même pas finalement un certain formalisme à respecter pour ce devoir d'information ? Alors, sur le principe, en théorie, cette information, elle va être donnée au cours d'un entretien individuel. Sur le plan théorique, il n'y aura pas d'obligation pour le médecin de délivrer un écrit au patient. Pour autant, on verra quand même sa très grande utilité sur le plan probatoire. Pourquoi ? Puisque la loi va finalement inverser la charge de la preuve. Ce qui veut dire que ce n'est pas le patient qui va devoir démontrer qu'on ne lui a pas donné d'informations, ce sera au médecin de prouver qu'il a bien rempli son devoir d'information. Comment rapporter cette preuve ? Alors, c'est un fait juridique, donc les faits juridiques se prouvent par tout moyen. Ils peuvent se prouver par des témoignages de personnes présentes lors de l'entretien, par exemple un médecin qui aurait assisté son confrère à l'entretien, un faisceau d'indices, c'est-à-dire que si dans le dossier médical on retrouve traces d'éléments qui nous permettent d'être certains que l'information a été correctement donnée, le médecin pourra les apporter à un juge, si on est devant le juge, pour démontrer qu'il a bien rempli son devoir d'information. Mais surtout, je vous parle de la reine des preuves, l'écrit. L'écrit à un confrère, l'écrit sur le dossier médical, l'écrit contresigné par le patient. Il s'agit là vraiment de la preuve par excellence. Et aujourd'hui, il paraît assez incroyable d'observer que des opérations sont réalisées sans qu'aucun document préalable relatif à cette information, relatif au risque de l'opération, ne soit délivré ou signé par le patient. Il faut bien que les médecins comprennent que il y a un échange à avoir sur les bénéfices, sur les risques. Il faut un entretien loyal, il faut un entretien intelligible, anticipé par rapport aux gestes. Mais surtout, il faut qu'ils gardent une trace écrite de cet échange pour pouvoir le prouver si jamais on les a trayés devant les tribunaux. Finalement, tout simplement pour se protéger. Alors, mais le problème, c'est quand on se retrouve dans un cas d'urgence médicale, comment le médecin peut-il, j'ai envie de dire, procéder à ce devoir d'information ? Alors, l'urgence, c'est le cas par excellence où la loi prévoit que le médecin peut s'abstenir de fournir les informations qu'il doit normalement au patient.
Un exemple, si un patient arrive à l'hôpital pour une suspicion d'AVC ischémique, qu'une thrombolyse est encore possible, forcément, le médecin ne va pas passer des heures à informer son patient de tous les risques encourus, alors que ce geste doit être réalisé dans les toutes premières heures qui suivent les symptômes. En revanche, dès que l'urgence sera passée, le médecin devra avoir un entretien avec son patient pour lui expliquer les risques, le pourquoi, quelles sont les conséquences de ce geste. Bref, il devra rattraper l'information qu'il n'a pas pu donner en première intention à cause d'une urgence. Il y a d'autres exceptions qui font appel à des notions de bon sens. Le cas, par exemple, du patient inconscient. Effectivement, la personne qui est en arrêt cardiaque, le médecin va avoir du mal à lui transmettre une information. De la même façon, la personne qui est incapable de comprendre le sens des mots, le médecin devra dans ce cas-là se tourner plutôt vers son représentant légal. Enfin, il y a un cas topique, c'est celui du refus du patient d'être informé. Le médecin ne va pas l'obliger, son patient, à écouter les informations qu'il doit lui transmettre, mais la prudence voudra quand même que le médecin prenne le soin de consigner dans le dossier médical ce refus du patient d'être informé de son état de santé ou des risques auxquels il s'expose. J'ai compris. Alors, dernière question, en cas d'omission de ce devoir d'information, quelles sont les sanctions encourues par les praticiens? Alors les sanctions, elles sont comme bien souvent en matière médicale, elles sont de deux ordres. D'abord sur le plan déontologique, on en a déjà dit deux mots, avec le risque d'être averti, d'avoir un blâme qui peut aller jusqu'à la radiation. Mais il y a aussi les conséquences civiles. Et quand on parle de civil, on parle d'indemnitaire. Il peut y avoir deux types de conséquences sur le plan civil, donc deux types de sources d'indemnité. D'abord, la réparation de la perte de chance d'éviter le risque qui s'est réalisé. Donc là, le patient ou son conseil devra prouver que compte tenu des risques, de l'âge, d'un certain nombre d'autres informations, le patient avait des chances certaines de refuser l'opération si on lui avait expliqué correctement les risques auxquels finalement il s'est trouvé exposé. En revanche, il n'y aura pas d'indemnisation de la perte de chance si l'opération était indispensable. Autre conséquence sur le plan civil, c'est l'indemnisation d'un préjudice autonome découlant du défaut d'information lui-même. Ce préjudice autonome est de façon égalitaire reconnu à la fois par les juridictions civiles que par les juridictions administratives. Le Conseil d'État utilise la notion de préjudice d'impréparation, qui, je trouve, nous parle bien. Dans les deux cas, la perte de chance ou le préjudice d'impréparation, il faudra que le risque auquel le patient n'a pas été, dont on n'a pas informé le patient, se soit réalisé pour ouvrir droit finalement à une indemnisation. Peut-être que vous voudriez connaître un exemple, et là me vient à l'esprit un jeune homme de 24 ans qui était venu au cabinet. Son histoire, c'était celle d'une chute il y a quelques années, dans laquelle il avait bénéficié d'un geste d'ostéosynthèse au niveau de l'humérus gauche et dont il conservait encore le matériel. Quelques années après, il va faire une nouvelle chute dans le cadre de son travail, et cette fois, on va lui poser un matériel d'ostéosynthèse, mais au niveau du doigt gauche. Et puis, lorsque le médecin va envisager de retirer le matériel d'ostéosynthèse au niveau du doigt gauche, il lui propose de profiter du temps opératoire pour retirer également le matériel qui est encore présent au niveau de l'humérus, alors même que ce patient était jeune, qui ne s'en plaignait pas, qui n'avait pas de douleur, pas de gêne particulière. Et pour toute information, le médecin présentera l'ablation de ce matériel au niveau de l'humérus comme souhaitable. Toute l'information que ce patient recevra au titre de cette opération. Malheureusement, au cours de l'intervention chirurgicale, le médecin va sectionner le nerf radial, ce qui sera à l'origine d'un déficit moteur à la fois des doigts et du poignet.
Et ça c'est ce qu'on apprendra lors de l'expertise, c'est que vu l'ancienneté du matériel au niveau de l'humérus, le risque de section nerveuse était important. Ça c'est l'expert qui nous l'expliquera. Et que ce risque important n'a pas été présenté au patient. D'où la condamnation du chirurgien, ou plutôt de son assureur, à la fois par le tribunal, confirmé devant la cour d'appel, à un défaut d'information qui sera sanctionné sur le plan indemnitaire par une perte de chance de 50% d'éviter le risque qui s'est réalisé. En pratique, ça veut dire que ce jeune homme a été indemnisé pour moitié des préjudices en lien avec son défaut de mobilité au niveau des doigts et du poignet. Et il sera également indemnisé à hauteur de 4 000 € pour son préjudice d'impréparation. On voit la double indemnisation, les deux conséquences de ce défaut, de ce manquement au devoir d'information. Merci Maître Der. Un dernier mot pour la fin ? Oui, alors c'est vrai que le devoir d'information, on est curieusement dans un domaine où la faute devient éthique. D'ailleurs, c'est l'expression qui est retenue par les juridictions. Et cette faute éthique, elle a des conséquences déontologiques, ce qui ne paraît pas anormal, mais elle a aussi des conséquences indemnitaires. Et c'est peut-être là où la loi est encore la plus mal vécue par les praticiens, qui ont du mal à accepter cette intrusion du droit et même de ces obligations presque qui confinent au consumérisme dans un domaine relatif à l'éthique médicale. Mais cela ne se discute plus. Même nous, juristes, on a encore frappé aujourd'hui par la fréquence des condamnations pour préjudice d'impréparation, par l'exigence qui est attendue des médecins, d'où la nécessité pour eux, ce sera certainement le mot de la fin, de conserver des traces écrites de leurs échanges sur l'information. Je vous remercie Maître Der pour toutes ces explications. Merci de nous avoir suivis lors de ce deuxième épisode consacré à la responsabilité civile médicale. Je vous invite à nous rejoindre très prochainement sur notre troisième épisode qui sera lui consacré à la faute médicale, à l'accident médical non fautif, aux affections iatrogènes et aux infections nosocomiales. À très bientôt. Au revoir.